Bienvenue à vous. Nous allons parler de tout avec Pierre Moscovici. Et vous êtes le bienvenu ce matin parce que nous sommes au lendemain d'une conférence de presse qui a eu un fondement économique important. Je voudrais qu'on commence par quelques chiffres. La Banque de France qui recommande donc l'abaissement du taux du livret A à 1%. C'est vrai, c'est faux, c'est votre intention? Alors, peut-être faut-il préciser comment est fixé le taux du livret A en France. Il est fixé en fonction... Mais vous allez me répondre. Hein. Bien sûr, mais je voudrais que vous compreniez bien quelle est la procédure. D'abord, c'est l'inflation qui guide le calcul du taux du livret A à partir d'une formule assez compliquée. Et l'inflation, elle a atteint un niveau bas en France, même historiquement bas, 0,7%. Si on défalque le coût du tabac, on est à 0,65%. Et le gouverneur de la Banque de France est chargé ensuite de faire une proposition à partir de ce taux au ministre de l'économie et des Finances que je suis, et je prends la décision. Donc je suis la Banque de France, je vous dis 1%. Vous me répondez parce que vous êtes le ministre des Finances. Je me suis entretenu évidemment à plusieurs reprises avec Christian Noyer, et il est convenu qu'il fallait invoquer, dans ce cas particulier, des circonstances exceptionnelles, compte tenu du fait que si l'inflation est très basse aujourd'hui, on peut escompter une légère remontée dans le trimestre qui vient. Et donc, il m'écrit, et c'est vrai, qu'il propose 1% en invoquant les circonstances exceptionnelles, et compte tenu de l'attention qui est celle du président de la République, du gouvernement, au pouvoir d'achat de l'épargne populaire, je maintiendrai le taux du livret A à 1,25%, ce qui est un niveau que j'ai estimé déjà il y a quelques semaines comme étant bas. Nous devons veiller au pouvoir d'achat de l'épargne populaire, c'est tout à fait important, dans la perspective... Donc c'est une décision définitive. C'est une décision... Que vous annoncez ce matin. Que je vous annonce ce matin, donc le taux du livret A sera maintenu à 1,25%, et ça s'est fait en bonne concertation avec le gouverneur qui, lui, prend en compte des impératifs de politique monétaire. Deuxième question, est-ce qu'on attend, on va avoir avant la fin de la semaine, semble-t-il, le chiffre du déficit de l'État, quel est-il? Et je vous le donnerai à la fin de la semaine, par définition. On est mercredi. Ça sortira, je crois, vendredi. Mais on a une estimation, 70, 75 000. Non, je ne vais pas jouer à ce genre de choses-là. Ce sont des chiffres très précis qui vont sortir de mes services, je les donnerai vendredi. Est-ce que tout ce qui a été annoncé hier a été négocié avec le patronat avant? C'est la grande attaque de la gauche. D'une partie de la gauche. Il faut prendre les choses. Est-ce que c'est le programme du MEDEF, ce pacte? Non, c'est le programme d'un président de la République qui s'engage totalement avec le gouvernement dans la bataille pour l'emploi. Et quel est le constat de base? Le constat de départ qui a conduit François Hollande à cette accélération, à cette amplification, à cette mise en mouvement, à cette mobilisation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous sommes au pouvoir depuis 19 mois. Nous avons mené beaucoup de réformes, réduit les déficits publics, nous avons mené la réforme du marché du travail, la réforme des retraites, la réforme de la formation professionnelle. Nous avons déjà agi pour baisser le coût du travail. Et tout ça, ça nous a permis, et il faut le noter, de réduire les déficits et d'avoir une sortie de récession à une croissance de 1%. Mais ce n'est pas assez. Totalement la droite. Ce n'est pas assez. Et donc François Hollande dit, allons plus loin et faisons en sorte de libérer les forces économiques du pays pour qu'elles puissent investir et embaucher. Le pari qui est fait, c'est celui de l'investissement. Donc il y a bien un tournant. Une politique de l'offre. Donc il y a bien un tournant. Il y a une accélération, une amplification. Est-ce qu'il va accélérer pendant 3 ans avec Jean-Marc Ayrault? Franchement, c'est pas le sujet qui est évoqué. On n'en a même pas parlé hier du contexte politique. C'est une opération politique aussi. Est-ce que Jean-Marc Ayrault sera l'homme qui va co-accélérer avec le président? Le président de la République a cité à plusieurs reprises le Premier ministre. Il a demandé que le gouvernement engage sa responsabilité à l'issue de la préparation de ce pacte de responsabilité. Et ça, c'est en soi une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, dès aujourd'hui, est totalement mobilisé. Pour quoi faire? Pour permettre de baisser le coût du travail, pour simplifier la vie des entreprises, pour faire en sorte aussi qu'on réduise la dépense publique, pour négocier des contreparties. Parce que vous me demandiez, et je reviens à votre question initiale, est-ce que ça a été négocié avec le MEDEF? C'est un compromis social qui est proposé. Et ce compromis social suppose évidemment que l'État prenne l'initiative, c'est le cas, et qu'on discute avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des entreprises et les représentants des salariés. Oui, il a précisé les rendez-vous avec Jean-Marc Ayrault. Donc ce sera Jean-Marc Ayrault qui va piloter ça jusqu'au bout. Ça s'appelle la social-démocratie. D'accord, mais c'est Jean-Marc Ayrault qui va piloter ça jusqu'au bout. Il ne vous a pas échappé que c'était le président de la République qui nommait le Premier ministre? Je sais. Mais j'ai senti, moi, un climat de confiance. Oui, mais vous étiez proche de lui, donc vous avez pu interpréter ses propos. Et alors, tout à l'heure, Bernard Accoyer parlait des comités Théodule de la gauche concernant justement la création de ce comité de simplification. Mais il y en a un qui est important, c'est le comité stratégique de la dépense publique dont le président a dit, j'ai écouté comme vous, qu'il était l'incarnation de ce comité. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce comité? Des parlementaires, des experts? C'est une organisation gouvernementale? Je trouve la réaction de la droite tout à fait symptomatique. Mais d'abord sur le comité, je réponds, quoi ce comité? Guillaume Durand. Je trouve que cette réaction est totalement désorientée. Totalement. Vous dire le côté comité Théodule? Non, la réaction de Bernard Accoyer, comme la réaction de l'UMP, ils ne savent pas quoi dire. Et pourquoi ne savent-ils pas quoi dire? Parce que François Hollande a donné au
problèmes du pays une réponse d'intérêt général. Parce qu'il appelle à la mobilisation de tous. Et vous avez noté que s'agissant de la déclaration de responsabilité, il a dit il est naturel que la majorité la vote, mais si d'autres, et j'ai noté des réactions plutôt positives de Borloo, de Bayrou, et il faut que le pays se rassemble autour de l'investissement. Mais justement, dans ce comité, par exemple, il pourrait y avoir des responsables de l'opposition. Appelons-le, c'est comme ça que le président l'a nommé, Conseil stratégique de la dépense. Ce sera la première fois dans l'histoire de la République, à ma connaissance, que le président de la République lui-même, la plus haute autorité de l'État, s'engage personnellement pour faire en sorte qu'un programme d'économie, tout de même d'ampleur, 50 milliards d'euros, soit mise en œuvre par le gouvernement. Et dans ce conseil stratégique, il y aura naturellement les ministres du gouvernement concernés. C'est de ça dont il s'agit. Oui. C'est donc autour du président de la République. Il n'y aura pas on n'est pas dans une hypothèse galloise. Il n'y aura pas d'experts, il n'y aura pas de parlementaires. Ce sont les ministres concernés autour du président de la République, peut-être pourra-t-il appeler telle ou telle personnalité à tel ou tel moment, mais qui seront là pour rendre compte de l'effort qu'ils font. C'est le gouvernement qui se mobilise. C'est une responsabilité aussi que nous donne le président de la République. Mais et ça vaut naturellement. Ça vaut naturellement d'abord pour le ministre de l'économie et des finances, pour le ministre du budget, pour le ministre des Affaires sociales, pour les ministres qui sont concernés pour le ministre de l'Emploi. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a un gouvernement à deux noms. Il y a le gouvernement, puis il y a le fameux comité qui est le gouvernement du gouvernement. Pas du tout. Il y a deux choses qui se déroulent. Géronisme, c'est normal. Je comprends. Il y a deux choses qui se déroulent, je ne dirais pas en parallèle, mais en convergence. La première chose, c'est la procédure budgétaire. Et cette procédure budgétaire, elle a été définie et accélérée, y compris par une circulaire du Premier ministre qui va être publiée, ou qui est déjà publiée, qui nous dit qu'il nous demande, à Bernard Cazeneuve et moi-même, de commencer tout de suite à discuter avec les ministres, qui fixera un plafond de dépenses par ministère tôt au printemps, ce qui fera que chaque ministre, ensuite, répartira son budget sous ce plafond. Et ça, c'est la procédure budgétaire accélérée, et j'allais dire, aussi avec des normes très fortes. Et puis, à côté de ça, il y aura une démarche plus transversale, plus globale autour du président de la République, qu'il pilotera lui-même. Mais il peut y avoir des experts qui vous rejoignent. Écoutez, le président de la République peut estimer... Vous pouvez en amener. Le président de la République peut estimer qu'il doit faire ceci ou cela, mais pour l'essentiel, ce sont les ministres concernés autour du président qui travailleront, qui rendront compte de leur action pour la dépense publique. Nous sommes responsables aussi devant lui. Justement, on va parler des chiffres, on va demander des compensations, on va parler des compensations en matière d'emploi, mais parlons 5 minutes de politique. Vous avez vous-même souligné l'accueil, par exemple, de la droite forte, c'était assez particulier par rapport à Jean-François Copé, Pelletier-Copé, ils ont des réactions différentes. Et Borloo, est-ce que vous pensez que tout cet accomplissement jusqu'à la fin du quinquennat se fera avec une autre majorité, si nécessaire? Je n'ai pas dit que c'était obligatoire, j'ai dit si nécessaire. C'est la majorité qui est appelée à soutenir la politique du président de la République. C'est une politique de gauche, je veux le dire ici. La social-démocratie... C'est pas exactement ce qu'a compris Mélenchon, c'est pas exactement ce qu'a compris Pierre Laurent. C'est ce que je dis, moi. La social-démocratie, c'est la gauche. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie? Depuis toujours dans l'histoire de la gauche, c'est cette gauche qui est dans le réel, c'est la gauche des résultats, c'est la gauche de l'efficacité, c'est la gauche du compromis, c'est la gauche de la négociation sociale. Et moi, je connais François Hollande depuis 30 ans, nous avons même enseigné à Sciences Po il y a près de 30 ans. Et je sais qu'il est social-démocrate depuis toujours. Et j'ajoute une chose. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été malin pendant la campagne en mimant un autre personnage que celui qu'il est aujourd'hui, qui serait dans sa vérité. J'étais son directeur de campagne. Et quand nous avons expliqué pendant la campagne que nous allions déjà réduire les déficits, que nous allions réduire la dépense publique, que nous allions maîtriser cette dépense, que nous allions réformer le pays et redresser son tissu productif, les choses ont été dites. Ce qui s'est produit... Donc c'est un dévoilement ce qui s'est passé hier. Non, ce qui s'est produit, c'est que, et les Français le savent, la crise a duré plus longtemps qu'il était prévu, et notamment l'année 2013 a été une année très dure, alors que personne ne pouvait prévoir que ce serait une année de croissance nulle. Je ne parle pas en France, mais dans la zone euro. Et donc, ça nous a contraints à faire un effort, à demander un effort aux Français de réduction des déficits, notamment à travers des prélèvements obligatoires. Maintenant, nous prenons la ligne droite de l'accélération pour la croissance et pour l'emploi. C'est une parfaite cohérence. Et vous me demandez quelle sera la majorité. La majorité, c'est la majorité. C'est une politique social-démocrate. C'est une politique de gauche réformiste. Et si d'autres estiment que cette politique est d'intérêt général... Qu'ils rejoignent le gouvernement. Non. Il les appellera. Mais qu'ils approuvent cette politique. Quand je vois Jean-Louis Borloo... Vous allez engager votre responsabilité. Si jamais, par exemple, vous avez le vote de l'UDI, est-ce que ça veut dire qu'à terme, vous pourrez les associer? Pour le moment, nous allons faire notre travail. Et quel est ce travail? Moi, je ne suis pas dans la politique fiction. Je suis avant tout ministre de l'économie et des finances consacré
au bien de la France et notamment à son économie. Et donc, nous avons une feuille de route qui est extraordinairement exigeante, qui demande des modifications profondes du modèle social français, un grand compromis social comme il n'y en a pas eu depuis quand ? Depuis des décennies et des décennies, peut-être depuis presque la Libération, pour redresser le pays, pour aller vers un appareil productif plus musclé, pour aller vers la convergence avec l'Allemagne, pour remettre la France en tête des nations européennes. C'est une très grande ambition. Et si d'autres veulent l'approuver, très bien. Les chiffres, la compensation en matière d'emploi, combien ? Le MEDEF... Et où les dépenses ? Le MEDEF, avec qui, non, les choses n'ont pas été négociées avant, je veux vous le dire, mais avec qui, évidemment, nous parlons, et notamment le ministre de l'économie et des finances que je suis. Le MEDEF, par la voix de son président, Pierre Gattaz, a dit « Nous sommes prêts, s'il y a une baisse des charges sociales, à créer 1 million d'emplois. » Et ça, c'est le sens de l'observatoire des contreparties que propose François Hollande, dans lequel seront à la fois les représentants des entreprises et des salariés. Cet objectif est le vôtre. Mais c'est les seniors, c'est l'emploi des jeunes, c'est la qualité des emplois, c'est la formation, c'est le maintien en France des entreprises, c'est tout ça qui est en cause. Et puisque le MEDEF dit « nous sommes prêts à créer 1 million d'emplois », eh bien, qu'il le fasse. D'accord, ça devient l'objectif de François Hollande pour les 3 prochaines années. C'est l'objectif de la France. C'est vrai. C'est vrai, mais 3,5 à 2,5. Quoi. Non, je ne vais pas chiffrer ça. Mais les dépenses immédiates et le millefeuille, par exemple, territorial, est-ce que ça va se faire vite, la réduction des régions, les 22 plus 4 ? Est-ce qu'on va très très vite décider que ce sera 18, 15 ? Il y a une démarche qui a été proposée de refondre l'organisation territoriale. Pourquoi ? Parce que quand on dit 50 milliards d'euros d'économie minimum, je le confirme, ça porte sur l'État, mais l'État, c'est 1/3 de la dépense publique. Ça doit aussi porter sur les collectivités locales, sur les organismes de sécurité sociale, sur certains excès, sur certains abus. Et le président de la République a lancé, ça n'aura échappé à personne, un processus de réforme de l'organisation territoriale, portant notamment sur l'articulation entre les départements et les métropoles, à l'image de ce qui a pu se passer dans la région Rhône-Alpes, dans le département du Rhône exactement, avec d'une part le Grand Lyon, d'autre part le département du Rhône. C'est un immense chantier, ça prendra sûrement du temps, mais il y a une volonté qui est là. Et donc, nous devons faire des économies, 50 milliards d'euros, nous devons simplifier l'économie, et notamment la vie des entreprises, nous devons réduire le coût du travail, 30 milliards d'euros. Et 30 milliards d'euros incluant bien sûr le CICE, le contrat, le crédit d'impôt compétitivité d'emploi. Ce matin, le Canard enchaîné dit que Julie Gaillet a été nommée donc, dans un comité de sélection à la Villa Médicis. Est-ce qu'elle est la nouvelle première dame de France ? Il a été, la presse étrangère le dit, extraordinairement allusif. François Hollande a répondu à cette question comme il le devait. Et c'est vrai que la vie privée se règle en privé. Et il faut respecter ce point. Par ailleurs, la nomination de Julie Gaillet à la Villa Médicis, qui est une artiste connue et reconnue, est légitime. Merci Pierre Moscovici.